処女ストーリーポッドキャストへようこそ。Bonjour à tous, coucou Natacha, bienvenue sur Shoujo Story, un podcast dédié à la culture du shoujo manga. Vous pourrez écouter le podcast 2 fois par mois, où nous traiterons d'un sujet, d'un ou d'une auteure ou d'une série. Nous sommes heureuses de vous accueillir pour ce 3e épisode sur nos lectures complémentaires d'Ai Yazawa. On sait que vous attendiez avec impatience ce nouvel épisode, donc en fait c'est le 2e volet sur une auteure incontestable que nous adorons dans le shoujo manga. Il s'agit évidemment de Ai Yazawa. Est-ce que vous saviez qu'en 2008, les ventes totales de Nana au Japon s'élevaient à 43 600 000 exemplaires et les tomes 19 et 20 ont obtenu respectivement les places de 3e et de 5e au top des meilleures ventes de l'année, avec en moyenne 1,5 million d'exemplaires chacun. C'est énorme. Et à l'occasion de son exposition dans tout le Japon, qui s'intitule All Time Best, qui sera révélée d'abord à Tokyo, puis à Yokohama et enfin à Osaka, nous avons décidé de revenir avec cet auteur Ai Yazawa pour vous présenter des titres qui sont beaucoup moins connus que ses séries principales. Alors c'est parti, revenons un peu sur notre épisode 2 de la saison 1. Qui est donc Ai Yazawa ? Dans notre premier épisode qui lui était dédié, nous avions déjà expliqué à quel point Ai Yazawa était une artiste discrète et secrète, et du coup assez difficile de trouver des informations sur sa vie privée. Toutefois, nous savons qu'elle est née le 7 mars 1967 à Osaka et qu'elle publie son premier manga très jeune en 1986 dans le magazine Ribbon. Son prénom est véritablement Ai, mais son nom, lui, vient de son chanteur préféré, Eikichi Yazawa. Avant de se lancer dans le manga, elle a fait des études de stylisme et cela se voit beaucoup dans ses séries parce qu'elle apporte toujours énormément d'importance aux tenues de ses personnages. Que ce soit du Vivienne Westwood, du Comme des garçons, ou même des marques un peu underground japonaises qu'on peut trouver à Tokyo par exemple, Ai Yazawa, elle habille toujours avec style, élégance et originalité tous ses personnages, et c'est le cas, on l'avait vu dans notre premier épisode, par exemple avec tous les personnages de Nana, qui sont entièrement habillés en Vivienne Westwood, et d'ailleurs Vivienne Westwood, je pense, a fait beaucoup de chiffres grâce à Ai Yazawa. Et puis on a aussi bien sûr dans Gokinjo et dans Paradise Kiss où le thème principal de ces mangas c'est la mode. On a une ribambelle, une panoplie, un vestiaire de vêtements différents, que ce soit chez l'homme ou chez la femme. On en prend plein les yeux. Bien sûr, nous vous renvoyons à ce premier épisode tourné l'année dernière où nous parlons de notre ressentiment par rapport à ses œuvres les plus connues. D'ailleurs, souvent, quand on nous pose la question de quel mangaka est notre top 1 en shoujo manga, on répond souvent à Ai Yazawa avec ses mangas Gokinjo, mais aussi Je ne suis pas un ange. Parlons-en de Je ne suis pas un ange. Bon, ok, j'en ai déjà beaucoup parlé, mais vous savez aussi qu'il fait partie de l'une de mes séries préférées d'Ai Yazawa. Certains diront que le manga a un peu vieilli, et c'est pas faux, mais il n'en reste pas moins plaisant à lire. Et personnellement, je suis toujours autant émerveillée par la beauté des planches. Encore une fois, on est en plein dans la romance School Life, que je sais beaucoup d'entre vous adorent aussi. Mais comme toujours, Ai Yazawa arrive à imposer sa touche personnelle dans ces univers que nous ne connaissons que trop bien dans le monde du shoujo. Ces personnages sont toujours pleins d'humour et de douceur, et d'ailleurs on en avait parlé dans le précédent épisode, mais ce qui nous marque le plus, nous, dans les mangas d'Ai Yazawa, c'est son talent à créer à chaque fois de nouveaux personnages qui n'ont rien à voir les uns avec les autres. Ils ont tous leur propre caractère, le propre background, prouvent à quel point l'auteur est doué pour créer des personnages inoubliables. Ici, l'histoire tourne autour de Midori qui est élève dans le nouveau lycée fraîchement ouvert, Ijiri. Malheureusement, elle est malade le jour de la rentrée et arrive donc à l'école quelques jours après les autres élèves. Mais durant son absence, le reste de ses camarades de classe ont décidé de l'inscrire à l'élection du premier comité des élèves. Et contre toute attente, le garçon qu'elle aime y est aussi. Si vous ne connaissez pas encore cette série, je vous la recommande à 100%. C'est la lecture parfaite en ce début du mois de novembre pour se plonger dans une douce histoire pleine d'optimisme. D'autant plus que la série a été rééditée en 4 tomes et est donc facilement trouvable en librairie. Donc plus d'excuses, vous devez lire ou relire cette série parce que je vous le promets, c'est une véritable bouffée d'air frais. Et pour les plus curieux et curieuses d'entre vous, il existe aussi un OAV de 30 minutes qui est sorti en 94 sur Je ne suis pas un ange et qui retrace un peu très brièvement, enfin très rapidement, l'histoire de la série. Je pense que, moi je l'ai pas vu, mais je pense sincèrement que c'est un épisode à voir après avoir lu les mangas parce que vous allez être spoilés. Et très sincèrement, on a vu un peu avec l'adaptation de Nana et même de Gokinjo, les dessins de manga sont quand même 1000 fois plus beaux que les adaptations en animé. Mais voilà, si vous voulez faire un petit complément à votre lecture,
après avoir lu tous les tomes, je pense que ça peut être une bonne idée d'aller y jeter un coup d'œil. Je ne sais pas du tout si on peut le trouver en version française, mais à mon avis, il y a bien sur YouTube ou sur d'autres sites des versions avec des sous-titres anglais. S'il y en a parmi vous qui ont déjà vu cette OAV, dites-nous en commentaire sur Instagram ce que vous en avez pensé, si ça vaut vraiment le coup ou pas de regarder cet épisode. Pour Je ne suis pas un ange, je suis totalement d'accord avec toi, Natacha. C'est vrai que par rapport à ses autres œuvres, j'ai eu moins le coup de cœur personnellement, parce que je trouve qu'il se passe moins de choses en un tome. C'est vrai que là, pour le coup, on creuse vraiment dans la vie de chacun des personnages, et notamment celui de Midori, et on est face à un Akira qui a tous les symboles du red flag, et qu'on a découvert ensuite à l'extrême avec Ren ou avec Takumi surtout dans Nana. Et c'est vrai qu'en fait on avait un peu ces prémices-là avec Akira, et moi c'est ça qui m'a beaucoup dérangé, c'est ce personnage-là précisément, et c'est pour ça que j'ai moins accroché à Je ne suis pas un ange, même si je trouve que c'est une histoire qui fait du bien. En fait Je ne suis pas un ange, c'est un peu comme un Ghibli, ça se lit de manière hyper paisible, confortable, avec un thé dans la main, comme tu l'as dit, en novembre, sous son plaid. Voilà, c'est vraiment ces sensations-là, je trouve, qu'on a quand on lit ce manga-là. Et je le conseille à toutes les personnes aussi qui ont envie de commencer avec du Ayazawa, mais doucement, quoi, qui n'ont pas envie de direct tomber dans un truc mélodramatique et hyper brutal comme Nana, qui est vraiment, certes une ode à l'amour, mais aussi, je pense, une ode aux relations tumultueuses et toxiques. Et quand on parle de Je ne suis pas un ange, pour moi, on est obligé de continuer avec Marine Blue, qui est un manga qui a été publié en France en 2015, mais qui date en fait de 1989. C'est un manga en 4 tomes de Ayazawa, et on y décèle vraiment son trait de crayon, les prémices de ce trait de crayon qu'elle va avoir ensuite pour toutes ses autres séries. Là, on est vraiment dans quelque chose de très old school, très 90, qui peuvent d'ailleurs me faire un petit peu penser à du Yumi Tamura, créatrice de Basara par exemple. Il y a quelque chose de ça aussi, je trouve. On a des personnages qui sont assez longilignes, on a de très jolis paysages, des prémices vraiment de tout ce que va être le travail en fait de Ayazawa, notamment sur les émotions. Alors, petit résumé de Marine Blue. Tashina Haruka a 16 ans et elle travaille dans le café de son oncle sur une plage réputée des surfeurs. Là, elle y fait la rencontre d'un jeune homme extrêmement doué et jalousé par son cousin, lui aussi adepte de surf. Mais le bellâtre est loin d'être un inconnu. Il a lui-même sauvé la vie de cette jeune fille quand elle avait 10 ans. Prise d'une crampe en pleine mer, il l'avait immédiatement ramenée sur la plage. Depuis, elle a toujours été amoureuse de lui. Mais hélas, vous en doutez bien, rien ne se passe jamais comme on veut. Il devait pas partir aux États-Unis, lui, et puis il lui a pas laissé son chien, Dolphins, en cadeau d'adieu. Dans cette série, on va vraiment retrouver la difficulté d'avouer nos sentiments amoureux et le côté premier amour, la fougue adolescente qui peut émaner des shoujo mangas. On a un manga où le but en fait des personnages principaux, c'est vraiment de poursuivre ses rêves. Et poursuivre ses rêves, c'est un des sujets qui est les plus importants pour Ayazawa avec l'amitié et qu'on va revoir en fait à chaque fois dans chacun des autres mangas que vous connaissez aujourd'hui. Alors là, on a d'autres thèmes qui arrivent, des thèmes qu'elle a pas forcément repris plus tard, par exemple le sport, puisqu'on a un focus sur le surf. Et c'est vrai qu'on connaissait pas trop cette envie de parler de sport chez Ayazawa. Et d'ailleurs, c'est le côté un peu sportif qui va ramener du peps, qui va ramener du soleil, qui va ramener un côté très mouvementé à l'histoire et qu'on va aimer et qu'on va vouloir pousser un peu plus. Et là, ça ne le fait pas trop. Elle va plutôt mettre en avant la relation amoureuse des deux personnages, des protagonistes principaux et aussi des protagonistes secondaires. D'ailleurs, la relation des protagonistes secondaires est plus intéressante que celle des principaux. Mais voilà, le surf, c'était vraiment intéressant. C'était un sujet que c'est dommage qu'elle n'a pas abordé un peu plus. Mais bon, on peut pas lui en vouloir parce qu'après, elle a abordé la mode. Comme je vous disais, il y a beaucoup de présages en fait, et notamment des tics de narration qu'on va revoir ensuite. Par exemple, dans Usobeni no Arashi, on a donc plusieurs lieux qui reviennent aussi, comme les bords de mer.
notamment dans Nana et dans Gokinjo. Nana Ozaki, elle va être en bord de mer vers la fin des derniers tomes de Nana. Et dans Gokinjo, il y a des scènes très importantes du manga qui se passent aussi sur le bord de mer, notamment avec le père. Et c'est vrai que tous ces paysages, ils reviennent un peu comme dans les dramas japonais ou coréens. Vous savez à quel point en plus on adore les dramas avec Natasha. Et on voit que l'énergie qui se dégage du manga, c'est vraiment une énergie un peu love to love, très bon enfant. C'est quelque chose qu'après elle va venir noircir à travers les œuvres qui vont venir par la suite dans sa bibliographie. Et puis, mention spéciale pour l'étranger. Il y a toujours un personnage qui part à l'étranger. Je sais pas si vous avez remarqué, surtout dans les séries asiatiques, comme si en Occident on pouvait trouver quelque chose de mieux, autre chose, l'ouverture au monde peut-être. Et c'est vrai qu'Aizawa, elle va aussi beaucoup utiliser l'Occident dans ses œuvres, et notamment dans Marine Blue. Marine Blue, c'est hyper difficile à trouver par contre, hyper difficile à lire. Personnellement, j'ai pu lire seulement des scans sur Google Images parce qu'en fait, il est en rupture de stock partout, il a des prix exorbitants, il a été arrêté complètement à la distribution et à la production. Donc voilà, peut-être qu'il y aura une réédition. Ça, c'est vrai qu'on n'a pas eu de nouvelles sur Marine Blue et sur Usobeni no Arashi dont va vous parler Natacha, mais on espère peut-être un jour que vous pourrez vous aussi feuilleter Marine Blue, sauf si vous avez eu la chance de pouvoir le choper à temps. Je voulais aussi profiter de cet épisode pour vous parler du one-shot très peu connu de Aizawa qui s'appelle en japonais Usobeni no Arashi et le titre français c'est Une tempête aux couleurs des cerisiers. C'est malheureusement impossible de le trouver en librairie parce que Delcourt a arrêté de l'éditer il y a déjà pas mal d'années. Donc je ne sais par quel miracle j'ai en ce moment même ce manga entre les mains. J'ai dû l'acheter il y a plus d'une dizaine d'années lorsque j'ai découvert Aizawa à travers Nana et je remercie 1000 fois la Natacha de l'époque d'avoir eu la bonne idée de l'acheter. Parce que ce one-shot, ça permet aussi de voir une autre facette de la mangaka à travers ses écrits. On est sur une histoire beaucoup plus douce, bien que le trait de mélancolie typique d'Aizawa est toujours présent, vous allez le voir. Mais ça change vraiment des séries qu'on a l'habitude de lire. Vous savez que je suis une grande fan de la série Je ne suis pas un ange, je pense qu'à ce stade, ce n'est plus un secret pour personne. Mais je suis surtout sensible au style de dessin d'Aizawa de cette époque qui est extrêmement épuré et typique du style vintage des années 90. Personnellement, j'adore et c'est pour ça que j'aime énormément ces séries de cette époque-là. D'ailleurs, ce one-shot, il a été dessiné en même temps que la publication des premiers chapitres de Je ne suis pas un ange. On voit vraiment la similitude entre les deux, principalement au niveau du chara-design des personnages. Ce one-shot, c'est évidemment du school life, mais moi je dirais aussi que ça peut être vu comme du slice of life, parce que bien que l'histoire principale se déroule au sein du lycée, il y a tout de même une partie de l'histoire qui se passe en dehors des heures de cours. Donc de quoi parle cette histoire ? En fait, c'est une histoire assez familiale parce qu'on a 3 personnages principaux, dont 2 qui sont 2 frères. Ils jouent tous les 2 au baseball. Cependant, il y en a un qui est joueur de haut niveau, tandis que le plus jeune, qui est encore au lycée, a du mal à évoluer dans le sport. On apprend dans l'histoire, c'est pas forcément un spoil, vous inquiétez pas, que leur père est décédé il y a peu et que c'était un joueur de haut niveau dans le baseball. Et on comprend que ce frère-là, il a besoin de s'éloigner de ce milieu et de faire une pause. Après, évidemment, ça reste du shoujo, donc vous savez bien que le thème ne tournera pas uniquement autour du sport, mais aussi de l'amour. Je vous ai parlé de 3 personnages principaux, donc on a les 2 frères, et le troisième c'est qui ? C'est une jeune femme qui est encore dans le lycée avec le plus jeune des 2 frères, et sans grande surprise, il va y avoir un triangle amoureux qui va naître, enfin qui est déjà présent en fait depuis le début de l'histoire, et qui va faire rivaliser les 2 frères. Même si dit comme ça, l'histoire elle semble un peu banale, on ne peut qu'apprécier la plume d'Aizawa et ça reste, quoi qu'il en soit, une lecture hyper agréable. Et c'est un tome qu'il faut essayer d'avoir dans sa collection, si vous êtes fan de la mangaka. D'ailleurs, peut-être qu'avec un peu de chance, vous pouvez essayer de trouver ce tome-là dans les magasins d'occasion comme Book Off par exemple si vous habitez sur Paris. Petite surprise en plus à la fin du tome, c'est que vous avez une petite nouvelle supplémentaire qui est une histoire totalement annexe de la première et qui s'appelle Dernier amour à sens unique. C'est une série qui fait suite à Marine Blue dont vous a parlé Célia, donc la série antérieure d'Aizawa. C'est une petite nouvelle pour le coup, vraiment classique, encore plus classique qu'une tempête aux couleurs des cerisiers. On est vraiment dans un school life qu'on connaît bien, où il y a une héroïne timide qui est amoureuse du bad boy du lycée et qui veut chercher un moyen de se rapprocher de lui pour se confesser.
Et c'est ça qui est fou en fait avec Ayazawa, c'est qu'elle va réussir à nous créer des histoires qui sortent totalement du commun, je pense, Nana, Gokinjo, etc. Et à côté, nous sortir des petits one-shots qui sont des histoires extrêmement banales qu'on a l'habitude de lire dans le monde du shoujo, mais qui va quand même réussir à se démarquer de par sa plume extraordinaire et sa manière d'amener les histoires, de créer des personnages, de créer des atmosphères typiques d'elle et qui sont reconnaissables parmi tous les mangas et qui permet de sortir du lot. Et je trouve ça incroyable. Et je pense que c'est vraiment la raison pour laquelle Ayazawa continue à être aussi connue, bien qu'elle ne fasse plus de manga, et qu'elle continue à marquer les nouvelles générations. Après Usumeni no Arashi, voici maintenant Last Carter. Ayazawa avait écrit Gokinjo et Last Carter en même temps, donc 2 histoires qui n'ont absolument rien à voir. Avec Gokinjo, on est dans quelque chose de très positif, très solaire, et avec Last Carter, c'est tout le contraire. Les couvertures parlent d'elles-mêmes. Last Carter, c'est vraiment un manga qui est plus mélodramatique, triste et mélancolique. C'est une série en 3 tomes, édite de 2007 à 2008 par Delcourt. Mizuki, qui est une lycéenne, tombe sous le charme d'Adam, un étrange musicien anglais, et décide de tout quitter pour le suivre. En effet, Mizuki, elle était totalement laissée à l'abandon à Tokyo et elle irait, vraiment, elle avait fait comme une sorte de fugue. Et là, elle va rester avec lui dans une maison pendant 1 semaine à peu près. Mais quand elle va sortir de cette maison, en le cherchant partout et en se disant qu'elle pouvait le retrouver et fuir avec lui, eh bien en fait elle est victime d'un accident de voiture sur ce fameux lieu de rendez-vous qu'il s'était donné à Shibuya. Et là va commencer une enquête qui est faite par 4 gamins, dont la jeune Otaru, qui elle aussi avait été renversée au même moment à Shibuya. C'est vraiment une histoire qui mêle la légende urbaine et l'enquête. On a vraiment une histoire qui va, comme je le disais, mixer en fait plusieurs genres et notamment mixer le genre fantastique, ce que d'habitude Ayazawa fait très peu, on voit très peu dans ses mangas. Là, on est encore une fois dans le monde de la musique, puisque on fait appel à un groupe de rock étranger cette fois-ci, qui a un nom assez spécial, je vais pas vous spoiler la suite, mais voilà, ça veut dire mauvais œil. Et c'est assez intéressant les parallèles qu'elle fait entre Nana et Last Carter, en n'ayant pas encore écrit Nana bien sûr, puisque Nana vient après Last Carter. On voit vraiment qu'il y avait ce côté très triste en fait, et très sombre et psychologique, mais avec une certaine douceur qui n'existe pas trop dans Nana. Dans Nana, tout est assez brutal. On a parfois le personnage de Nana Ashiko qui va venir contrebalancer, un peu comme les enfants en fait, ces enfants dont Otaru fait partie dans Last Carter, et qui viennent en fait vraiment contrebalancer ce côté très psychologique de Last Carter ou de Nana, parce qu'il y a toujours cette figure des enfants un peu synonyme de douceur, mais c'est un manga, je pense, qui est un peu trop long à mon goût. J'ai trouvé qu'il y avait trop de dialogue parfois, que l'histoire avait pu être pliée en fait en un seul tome, un gros volume, et que là en fait on a essayé de faire 3 tomes, faire durer l'enquête, alors que ça servait pas à grand chose au final. Des fois il y avait trop de bulles et j'avais du mal à lire, ça me fatiguait, alors que dans les autres mangas de Aizawa, souvent elle essaye de pas trop en mettre sur une page. Au contraire, il y a beaucoup de pages très aérées où on va avoir une émotion, et c'est ça qui vraiment nous touche profondément. Et cette émotion d'ailleurs, elle passe aussi par le visage des enfants qui est absolument divin, et on retrouve d'ailleurs dans le visage des enfants des choses qu'on va voir ensuite dans Nana par exemple, avec les enfants des nanas. Enfin bref, il y a une certaine nostalgie aussi dans sa manière de dessiner, les vêtements, etc. On est vraiment dans un manga très 90, Là, ça c'est sûr, ça a été écrit en 1998 par Ayazawa. On va avoir des liens, donc comme je disais, avec les personnages des autres séries. Adam, personnage donc principal de Last Carter, on peut facilement le mettre dans la même case que Ren, en termes de personnage meurtri, de musicien complètement happé par son travail et par sa vie à 100 à l'heure, même si on en apprend très peu sur lui au final dans toute l'histoire, et c'est ce qui peut frustrer. Enfin, c'est ce qui moi m'a frustré personnellement. J'aurais aimé en apprendre un peu plus sur l'histoire de ces 2 personnages qui tombent amoureux, et au final
on a genre une dizaine de pages sur cette rencontre amoureuse, puis voilà, le reste des tomes pour l'enquête. Même si j'adore les enquêtes, attention. Mais là, bon, voilà, il me manquait quelque chose, il me manquait un petit quelque chose de plus dans l'histoire amoureuse et romantique entre les deux personnages de Last Carter. Et puis, finalement, je pense que je finirai sur le fait que les thèmes abordés en fait dans Last Carter, il y a vraiment beaucoup de trigger warning, et notamment le thème du suicide. On l'a pas vu tant que ça, je pense, chez Ayazawa, même si... voilà, Nana, bien sûr, il y a ce thème-là qui revient. Il y a le deuil aussi, qui revient beaucoup chez Ayazawa. On a aussi les relations dysfonctionnelles en famille, mais aussi en amitié, notamment la tromperie. Le groupe d'amis, voilà, le groupe d'amis, ça c'est dans tous les mangas de Ayazawa, que ce soit dans Gokijo, Paradise Kiss, dans Nana, dans Je ne suis pas un ange, et vous le verrez après dans Marine Blue, ce groupe d'amis, cette amitié forte entre les personnages, c'est le plus important. Donc Last Carter, un manga très sombre, un manga que je recommanderais aux personnes qui ont lu les autres séries de Ayazawa, et notamment Nana. Vous verrez tous les liens que vous pouvez faire avec, et je pense que vous trouverez votre bonheur dans cette série. Passons maintenant à la dernière recommandation que je peux vous faire. Nous allons maintenant parler d'un manga qui a été écrit par Courtney Love, la chanteuse et guitariste de rock alternatif, Misao Kujiradu, DJ Milky, et avec bien sûr la participation de notre auteur phare, Ayazawa. Ce manga s'appelle Princess Ai, donc Purinsesu Ai Monogatari en japonais. Il a été donc réalisé en 3 volumes, comme je vous disais. Ce manga, c'est vrai que, comme c'est une collaboration avec plusieurs autres auteurs, c'est pas un manga qui est totalement réalisé par Ayazawa. Et c'est aussi pour ça, je pense, que je n'ai pas le coup de cœur. Je suis pas transportée à 100% dans l'histoire. Il faut dire aussi que j'étais partie avec des idées très négatives qui venaient un peu gangréner mon avis. Et finalement, je me rends compte que c'est pas si dramatique. Alors certes, le scénario va pas être totalement novateur, ça part d'ailleurs un petit peu dans tous les sens et on comprend pas tous les détails de l'histoire. Et surtout, on comprend pas tous les détails du passé de l'héroïne. Mais bon, comme je vous le dis, je n'ai lu que le premier tome parce que comme j'ai pas été transportée, je me suis pas laissée happer par les autres volumes. Alors maintenant, je vous fais un petit plot. Ai, elle se réveille perdue dans le monde humain. Dans les bas-fonds de Tokyo, à la recherche de son identité, elle fait la connaissance d'un humain, Kent, trouve un travail et commence à affronter les fantômes de son passé. Bon, c'est un truc un peu banal, mais on voit que c'est pas mauvais, c'est un plot shoujo de base avec une héroïne qui est vraiment un peu comme une magicienne ou une sorcière qui arrive dans un monde humain, elle essaye de se réadapter. Bon voilà, on connaît ce genre de plot. Cette héroïne, en fait, elle est l'homologue de manga de la chanteuse rock américaine Courtney Love, comme je vous disais. Alors, faut savoir que Courtney Love fut très connue dans les années 90 pour l'album Celebrity Skin, ou alors celui qui s'appelle America's Sweethearts. Elle fut vraiment le principal sujet, en fait, de travail pour ce manga. Et Ayazawa, elle fut vraiment que commissionnée au design. Elle produit tous les chara-design du manga et on retrouve vraiment sa patte, même si, bon, on est bien loin de son petit style habituel, mais on voit parfois dans certaines poses de Ai des poses et des vêtements qui nous font penser par exemple à Rera ou à Leila, on l'appelle de 2 manières, dans Nana. Je pense que c'est ce qui fait de ce manga aussi un fashion manga, vraiment, puisque on retrouve cette patte mode. Beaucoup d'actions, de péripéties vont venir bousculer en fait la route de Ai, mais elle n'aura aucune prise sur celle-ci. Alors parfois elle est passive, et puis au bout du premier tome, on n'en apprend pas plus sur elle en fait et sur sa vie, ce qui est assez frustrant. Le tome n'avance pas, je trouve l'histoire n'avance pas, et on n'a pas du coup envie de continuer. Alors les combats, ils sont pas très intéressants. D'ailleurs, je me suis même mise à rire devant les combats tellement je les trouvais un peu sortis de nulle part. Enfin, on voit en fait que l'auteur il veut tout mettre dans son manga, mais que hélas, ça a pas trop abouti. Donc si vous avez la chance de le trouver sur internet en scan, je vous conseille de le lire si vous êtes adepte de Ayazawa et que vous voulez tout lire de sa bibliographie. Mais par contre, si vous cherchez juste de jolies lectures pour passer un bon moment, vraiment passez votre chemin parce que je pense que là, on vous a plus haut dans le podcast, présenter des choses beaucoup plus intéressantes pour passer un bon moment et voilà, se détendre. Alors maintenant, la question qu'on va vous poser sur Instagram, c'est connaissez-vous ces titres ?
lequel vous a titillé, lequel vous avez envie d'aller lire. On espère vraiment que vous pourrez trouver les rééditions et les éditions en seconde main de Je ne suis pas un ange par exemple, ou Las Carter, ou Gokinjo. Et franchement, vu que normalement tout ça va être lancé cet été, vous pourrez vous les procurer. Et peut-être même qu'on vous fera un petit concours si on arrive à trouver par exemple le tome de Las Carter ou ce genre de choses. Peut-être qu'on pourra vous faire un petit concours. On vous tiendra au courant. Donc là, c'est vraiment le moment de ne pas rater le coche et de foncer dans vos librairies de quartier. N'hésitez pas, Ayazawa est à portée de main. Merci Natacha pour cet épisode. Merci à vous de nous avoir écoutés. Merci beaucoup d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout, nous espérons qu'il vous a plu. Et si c'est le cas, n'hésitez pas à le partager et à en parler autour de vous. Vous pouvez également nous suivre sur notre page Instagram Shoujo Story et nous envoyer des petits messages, nos DM sont toujours ouverts pour qu'on échange ensemble. Vous pourrez également retrouver les épisodes sur toutes les plateformes de streaming ainsi que sur notre chaîne YouTube et tout ça gratuitement. Portez-vous bien et à la prochaine. Ciao! 皆さん、ありがとうございました。